Nives ou les cœurs volatiles, un roman de Sacha Naspini, traduit de l'italien par Jean-Luc Defromont. Anteo Raouli sortit pour aller verser la bouillie dans l'auge du cochon, mais à la place de la pitance, c'est lui-même qui plongea dedans la tête la première, victime d'un coup de sang, tandis que son seau restait à terre. Une dizaine de minutes plus tard, ne le voyant pas rentrer, Nives jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et découvrit la scène. Entre-temps, Cyclamino, qui n'avait pas une idée très claire de ce qui se passait, avait fini par se résoudre à mâchouiller une oreille de son maître. « Salopard !» hurla Nives. Elle vola jusqu'à son mari, l'attrapa par les pieds et le tira à l'abri sur le gravier. Quand elle le fit basculer sur le côté, elle constata qu'il avait la pommette luisante et la joue mangée. Ses molaires étaient exposés dans une sorte de rictus qui ne saignait même pas, le cochon l'ayant bien nettoyé à coups de langue. Anteo, la paupière écarquillée, semblait fixer du regard la pointe de son nez. Nives l'observa pendant un moment tandis que le vent défaisait son chignon et jetait ses cheveux sur son visage par rafales. Elle finit par s'adresser à son homme à voix haute. « Je te l'avais bien dit de ne pas sortir quand la tramontane souffle. » Puis elle dirigea son regard vers l'animal qui s'en aperçut et se mit aussitôt à frétiller de la queue comme pour dire « Tu m'en balances encore un peu ?» Elle tourna les talons, regagna la maison à pas lents et y entra sans toutefois refermer la porte derrière elle. Quand elle en ressortit quelques instants plus tard, elle empoigna à deux mains le Saint-François, c'est ainsi que les Raouli désignaient le fusil de chasse. « Viens par ici, mon beau !» murmura-t-elle entre ses dents en faisant sauter du pouce le cran de sûreté. Le cochon dut sentir le vent tourner car il se mit à patiner dans la fange en secouant sa large croupe. Quand Nives arriva près de l'enclos, Cyclamino émettait des grognements entrecoupés de couinements perçants. Il s'apprêtait à s'enfuir vers la remise quand il se trouva soudain hypnotisé par le canon braqué sur lui. Le coup de feu l'atteignit en plein front. Il s'effondra sur le flanc, tandis que ses pattes raidies continuaient à gigoter. Pourtant, pas besoin d'être un expert pour savoir que le cochon, il faut le tuer sans qu'il s'en rende compte. Sans quoi, la peur abîme le muscle et la chair en général en pâtit, y compris la couenne. Nives ne pleura jamais, même à l'enterrement, contrairement à sa fille arrivée de France qui mugit comme une sirène à la morgue pendant l'oraison funèbre, puis devant la niche funéraire. Elle ne pleura pas non plus après, à la maison. Au contraire, elle tint tête à l'appétit de son gendre et de ses petits-fils, qui débarquaient en général à Poggio Corbello, avec une idée fixe, les tortelli fait maison. Ayant ôté sa robe de grandes occasions, elle ouvrit les placards et les tiroirs de la cuisine avant de vider un paquet de farine sur le plan de travail. « Maman, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire de toi », la harcelait sa fille qui avait toujours un mouchoir à la main. Nives levait les yeux au ciel. « Laura, si tu me le répètes encore une fois, je me jette dans le poêle. Ici, je ne manque de rien. D'après vous, qu'est-ce que je devrais faire ? Venir avec vous dans le Languedoc ? J'aurais l'impression de vivre au milieu des Martiens. Je ne sais même pas dire le nom de mon gendre et de mes petits-fils. À 67 ans, c'est difficile de se déraciner. Et puis, qui s'occuperait des bêtes ? » Elle devait se réfréner, car la discussion aurait pris un autre tour si elle s'était écoutée. Alors elle poursuivit dans sa tête, pour elle-même. « Tu parles. Ce qui vous fait saliver, vous autres, c'est l'idée de vendre la propriété. Ça ne vous suffit pas, les loyers des champs, que vous siphonnez tous les mois sans faute. Dès que le virement des bandini arrive, pouf, il disparaît, de l'autre côté des Alpes. Vous faites tout ce cinéma devant le cercueil du père de famille avec son bandeau en travers de la figure, et en même temps, vous calculez comment partir en vacances d'un Noël à l'autre. Je vois bien comme il bêle de plaisir le petit Français. » Ils restèrent une semaine. Au moment des adieux, la fille fondit de nouveau en larmes, car elle avait des scrupules à laisser sa mère dans la désolation de cette ferme, loin de tout. « On a une belle chambre qui n'attend que toi, » dit-elle en se lançant dans une accolade que Nives prit de travers, les bras le long du corps et une pensée en boucle dans sa tête. « Tu peux toujours courir. » Puis la veuve se pencha vers ses petits-fils, qui étaient le portrait craché de leur père, blondinet et taciturne. Ils n'avaient jamais réussi à regarder leur grand-mère droit dans les yeux. Ils ne commençaient à se détendre qu'au bout de quelques jours, en général à l'approche du départ.
Dire qu'on a pu dégénérer à ce point, pensa Nives en plaquant un baiser sur leur tête qui brillait sous le soleil du printemps naissant. En revanche, elle tendit la main à son gendre. Un champion de gentillesse, rien à dire, mais raide comme un piquet. Le genre de type à qui il faudrait filer un coup de couteau pour lui arracher un sentiment. Tout le contraire de sa femme, qui continuait à chouiner à tel point que Nives finit par mettre les points sur les i. « Hé, je ne suis pas encore morte ?» Comme ça, un peu pour tourner la chose en dérision, un peu pour se défouler. Mais Laura ne le prit pas bien. Ça dut lui sembler de mauvais goût, vu leur deuil tout frais. Elle se rembrunit comme si elle avait été touchée au vif. « Au revoir, maman !» soupira-t-elle avant de l'embrasser hâtivement sur la joue. Puis ils montèrent dans leur grosse voiture de location. Nives la regarda s'éloigner le long du chemin de terre, puis se perdre sur la départementale. Les garçons ne se retournèrent pas pour lui faire un au revoir par la lunette arrière. Il ne resta qu'un voile de poussière qui flotta quelques instants en l'air. Puis, Poggio Corbello redevint tel qu'en lui-même, sans intrus. Nives porta son regard sur l'auge où son mari avait fini ses jours sans crier gare. Elle se demanda ce que fabriquaient les Catani qui faisaient leur chou gras de l'abattage depuis 20 ans. Juste après cette sale affaire, ils avaient accouru, ventre à terre, pour escamoter les 130 kilos de cyclamino, mais n'avaient pas encore réglé la facture. Chaque vente est un calvaire, marmonna-t-elle avant de regarder l'intérieur de la maison. La première nuit fut blanche. Tant que sa famille était dans les parages, ça n'était pas arrivé malgré le choc de la tragédie. Couché de son côté du lit, Nives le comprit aussitôt. Dès qu'elle fermait les yeux, quelque chose s'emparait d'elle, comme si l'espace familier de la chambre risquait de se transformer durant son sommeil. Tout à coup, il était inacceptable que le monde continue à tourner comme si de rien n'était. Et puis, elle avait l'impression qu'Anteo était dans son dos. La fatigue, qui était grande, parvint presque à la terrasser à 2 reprises. Mais sitôt qu'elle se hasardait à larguer les amarres, elle écarquillait de nouveau les paupières en sursaut et le cœur battant, agité par la sensation nauséeuse, qui ne durait heureusement que quelques instants, de ne pas bien savoir où elle se trouvait. C'était drôle, parce qu'il n'y avait pas moyen de se tromper. Aucun autre lieu ne pouvait rivaliser avec la ferme sur le coteau qu'elle habitait depuis près d'un demi-siècle. À moins d'aller repêcher la vieille maison où elle était née et dont elle gardait des souvenirs vivaces, mais il s'agissait vraiment d'une autre vie. Ce fut au cours du second délire de somnolence qu'elle eut une trouille bleue. Quand elle entendit son nom, en un éclair, la voix de son mari lui parvint nettement. « Nives !» Comme provenant de la pièce voisine. Un timbre qui avait ponctué indéfiniment ses journées depuis sa jeunesse. « Anteo m'a vu grandir, de 20 à 77 ans. » Ressassa-t-elle au fil des heures, tout en essayant de se donner du courage, jusqu'à ce que les premiers gazouillis des moineaux se fassent entendre. « C'est normal d'avoir des hallucinations dans le demi-sommeil, se justifiait-elle. Je ne suis pas un animal. » Lorsqu'elle alla se regarder dans la salle de bain, elle faillit s'écrier. « C'est qui celle-là » Elle continua de porter le poids de sa mauvaise nuit même après, quand elle fit la tournée des bêtes. Elle luttait contre des frissons profonds. Sa vision était brouillée sur les côtés. Les clapiers se mirent à trembler à son approche, tandis que les lapins tentaient frénétiquement d'accaparer les meilleures places autour de la mangeoire. Puis, Nives se dirigea vers le flanc de la maison avec son seau de grains et ouvrit le poulailler. Ses occupantes fondirent sur elle telle une nuée. Nives s'avança vers Giacomina, qui était toujours à la traîne à cause de sa patte droite, dont il ne restait qu'une griffe grumeleuse. Depuis qu'elle avait été amochée par le sale chien qui s'était échappé un après-midi de chez les Potenti, Anteo n'avait eu de cesse de la faire passer à la casserole. Ces mots semblaient encore flotter dans l'air. Avec sa patte bouffée, elle va se mettre à pourrir du jour au lendemain. Mieux vaut qu'elle finisse dans nos assiettes plutôt qu'à la poubelle. Nives secoua la tête. Entre-temps, Giacomina s'était figée devant sa maîtresse. Comme à l'accoutumée, elle la fixait d'en bas, la tête un peu de traviole, l'œil vide et abruti. La femme éprouvait une immense sympathie pour cette expression de sinistré, semblable à un point d'interrogation qui semblait demander au monde entier. « Et moi, qu'est-ce que je fais là ? Vous en savez quelque chose ?» Comme chaque fois, cet embryon de conscience se dissipa aussitôt qu'une volée de grains atterrit à quelques centimètres de son bec. Elle se rua dessus. En raison de sa patte abîmée,
Elle devait entr'ouvrir son aile gauche pour conserver son équilibre lorsqu'elle picorait. « Mon ami, dit Nives à mi-voix, c'est comme ça que je vis depuis toujours. » Elle continua de nourrir cette misérable créature en veillant à ce que ses compagnes ne prennent pas d'assaut sa provende. Ensuite, elle alla s'occuper du potager. Elle ne tarda pas à s'apercevoir que la vie à la campagne changeait du tout au tout dans la solitude. Les heures douloureuses, comme une rage de dents, s'écoulaient au ralenti. Les tâches ordinaires prenaient un contour anormal. Et le silence transformait tout en pente à gravir la gorge nouée, demi-heure après demi-heure. Une présence à 1 mètre ou à 6 kilomètres de distance, ça modifiait la participation aux choses de l'existence. Nives en prit vite conscience avec âpreté. « Quoi ? Je ne me suffis pas ?» s'interrogea-t-elle. Cette découverte, à un âge avancé, était un coup de massue qu'elle avait du mal à encaisser. Chaque geste s'alourdissait du fait qu'un moment non partagé était un moment perdu. Ça concernait surtout les petites choses de rien du tout, telles le verre d'eau qu'elle buvait. Il n'y avait personne pour lui dire « Tu as la gorge bien sèche, dis-moi », histoire d'échanger un mot ou deux. Sous-entendu « Je te vois, tu existes ». Comme il n'y avait pas âme qui vive pour la regarder, elle se sentait fantomatique. Nives dîna sur le canapé devant la grande télévision. Elle finit même par boire une goutte de plus pour se calmer. Mais elle jetait de temps en temps un coup d'œil en coin vers le couloir et donc la chambre. À l'idée d'aller enfiler sa chemise de nuit, elle sentait comme des épingles lui piqueter l'estomac. 3 jours plus tard, elle ouvrit la porte de la maison, le visage émacié et le chignon de travers. Avec son pull de travail enfilé à la hâte, elle ressemblait à une réfugiée mal fagotée. Ses bottes en caoutchouc faisaient crisser le gravier, mais elle avait l'impression de léviter. Elle se sentait sur le point de défaillir quand elle tournait trop vite la tête. Alors elle se disait « Si seulement. Comme ça, au moins, je me fais un roupillon d'1 quart d'heure. » Puis, elle se rappelait dans quel état elle avait trouvé Anteo. L'idée des poules déchaînées en train de lui picorer les yeux ne lui disait rien qui vaille. Pour finir, elle dut se regarder en face et prendre acte. C'était à cause de l'abandon. Le jour, absorbée par les bêtes et tout le reste, elle supportait tant bien que mal l'isolement, mais elle sombrait à la tombée de la nuit. Ce n'était pas une trouille normale. Elle le comprenait bien. L'angoisse prenait une autre direction. Dès que la somnolence survenait, elle se trouvait agrippée à sa couverture, en train de souffler comme un taureau. Et puis, le manque de sommeil la tourneboulait et lui faisait percevoir des choses qui lui figeaient le cœur. Par exemple, il lui semblait qu'Anteo se retournait dans son sommeil. Ou bien le fracas franc d'un paix retentissait tout à coup dans la chambre. « C'est moi », se disait Nives. En détendant mes nerfs, j'ai relâché tous mes muscles et je me suis fait peur moi-même. Elle écarquillait les yeux quand le drap frôlait sa main, comme si elle avait reçu une caresse au cœur de la nuit. Des fourmis parcouraient son corps. L'effet étrange de l'insomnie, c'est qu'elle avait l'impression d'avoir la peau aussi fine que du papier de soie, ou pire, de se dissiper dans l'air. Le visage de morte qu'elle trouvait dans le miroir le lendemain matin parlait clair. Un fantôme sans bigoudi, à la peau parcheminée et aux joues hâves. Même après avoir remis son dentier, elle ne recouvrait pas son aspect habituel. Elle commença à regarder le téléphone. Elle s'adressait à lui à voix haute en le traitant comme une personne. « Tu crois que tu me fais envie ? En ce qui me concerne, tu peux crever là, sur ton petit meuble ?» Ou encore « Comme si une Nives Silerai pouvait se mettre à chevrotter dans le combiné. Pas la peine de me reliquer comme ça. » Ces batailles, elle les remportait surtout en pensant à la flambée de la facture si elle composait un indicatif transalpin. Elle s'irritait contre elle-même quand la sonnerie retentissait le soir et qu'elle se retrouvait en train de voler dans le couloir. « Allô !» disait-elle, le souffle coincé dans la gorge. À l'autre bout du fil, Laura restait muette pendant quelques secondes. « Maman, tu vas bien ?» demandait-elle parfois de but en blanc. « Et qui va mieux que moi ?» rétorquait Nives. Parfois, elle s'observait dans le reflet de la petite image, encadrée, qui résistait là depuis un siècle, achetée à Venise en 1984. Elle y voyait des yeux bleus de bœuf braqués sur elle comme des torpilles. Quel temps fait-il chez les mangeurs de fromage ?
Laura comptait les respirations de sa mère, puis répondait. « Ta chambre est toujours là? Elle n'attend que toi. » Nives gloussait. « Elle n'a qu'à se résigner. Dites-le-lui de ma part. » Il arrivait qu'elle ne se souvienne pas d'avoir composé le numéro de Bandini, qui, outre le fait qu'il leur louait des terrains, était un ami proche de la famille depuis une éternité. Elle le voyait débouler dans sa camionnette avec les courses de la semaine. « Graziano, qu'est-ce qui t'envoie ?» faisait-elle en allant à sa rencontre sur l'esplanade. Il s'arrêtait pour la regarder et lui trouvait l'air halluciné. Il ouvrait le haillon, sortait les gros sacs, et chaque fois, après les avoir transportés dans la maison et la remise, il acceptait, en récompense, un petit verre de vermouth à 10 heures du matin. Alors, il lançait quelques mots en guise d'amorce. Commencer de vivre ici sans les gros jurons de ce pauvre Anteo ? Elle haussait les épaules. J'ai l'impression d'être une princesse. La princesse des rats, se disait l'autre en jetant un coup d'œil à la cuisine en désordre, dont les surfaces étaient maculées de taches de graisse, jonchées de miettes, de papier. Dis donc, quel silence! À ta place, je me serais déjà arraché les oreilles. Nives ricanait. Ça fait caisse de résonance pour la pensée. C'est un bien? C'est un mal? Bandini insistait. C'est comme ça qu'on se retrouve au fond du trou, parfois. Comme dit l'autre, à force de regarder le noir finit par vous regarder. Et Nives ripostait. On peut toujours jouer à « je te tiens par la barbichette ». Se forcer à faire la désinvolte avec lui, ça la dévorait tout cru. Quand elle refermait la porte après son départ, elle avait l'impression de recevoir une montagne sur la tête. Certaines fois, elle avait besoin de s'asseoir dans le fauteuil, le temps que ses genoux cessent de trembler. Même à ces moments-là, des endormissements d'un souffle la prenaient, tels des évanouissements dont elle se réveillait en vociférant « Putain de merde !» Alors elle se propulsait devant la photo de mariage qui occupait depuis toujours l'étagère centrale de la vitrine, parmi la belle vaisselle qu'elle avait peut-être utilisée 3 fois au cours de toutes ces années. « Regarde ce que tu m'as fait !» grondait-elle en toisant ce mari jeune et beau, à la moustache fine et au sourire d'acteur. Nives résistait quelque peu, puis se dissolvait dans un océan de nostalgie, mais toujours sans pleurer. Ce fut lors d'un de ces abattements profonds qu'elle déplaça les yeux vers la droite, vers une version d'elle-même aux cheveux blonds et tout bouclés. Elle s'attarda ensuite sur la photo encadrée de ses parents, qu'elle avait toujours considérée comme ses anges gardiens. Elle s'adressa à sa mère, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans sur le cliché. « Fiammetta, regarde comme tu es belle !» murmura-t-elle. « Et regarde-moi !» Ce fut alors qu'elle repensa à une histoire qui la faisait rire depuis son enfance. Elle datait des années de la guerre, quand le beau Roberto fut expédié sur le front pour faire mourir de chagrin sa femme, sa mère et ses sœurs. Fiammetta évoquait toujours avec transport cet hiver-là, alors qu'elle n'était guère plus qu'une jeune fille, seule dans cet humble logis qui embaumait la fleur d'oranger, mais avec ce point fixe, attendre son homme entre ses 4 murs. Les lettres du front étaient si rares qu'elle aurait pu s'arracher les cheveux. « Une fée d'amour », disait grand-mère Landa. Fiammetta dormait dans le froid, à la lueur d'une chandelle qui ne durait rien. Ses nuits sombres étaient interrompues par le fracas des bombardements en ville qui se répercutaient jusqu'au village. Elle avait peur. Elle tirait la couverture sur sa tête et comptait les minutes. Un jour, elle fit une trouvaille. Elle prit un grillon et le mit dans une boîte qu'elle posa sur sa table de nuit. Il lui tenait compagnie. Elle lui parlait. En le réconfortant, elle se réconfortait elle-même. Pendant un demi-siècle, on avait raconté comment cette bestiole avait sauvé une jeune femme des affres d'une attente qui la consumait au point de blanchir ses cheveux prématurément. Nives se rendit d'abord dans la cabane des lapins. Elle prit une cage abandonnée, là, et la rinça avec soin. Puis, elle ouvrit la porte du poulailler. Ses occupantes, alignées sur leurs paillasses, telles des abbesses, furent d'abord abasourdies par tant de lumière à cette heure indue. Certaines se crurent dans l'obligation de pondre un œuf, mais se trouvèrent constipées à faire peur, surprises qu'elles étaient dans leur premier sommeil. Le coq se pavanait en bourbant le torse, comme si les Martiens avaient débarqué chez lui. Nives alla droit au but. Elle traversa le poulailler tête baissée vers une cocotte bien précise parmi celles qui continuaient à dormir malgré le remue-ménage.
Elle la saisit à la base du cou et l'emporta. Quand Giacomina finit de reprendre ses esprits, elle était déjà en cage. Elle redressa la tête d'un coup et frappa le grillage de son bec. Nives, sous sa couverture, s'exclama « Quelle vivacité !» et tapota 2 fois de son doigt la mangeoire. Toc, toc. Et la poule, sans plus se soucier du fait qu'elle ne reconnaissait pas autour d'elle les compartiments du poulailler où elle était née, plongea aussitôt son bec dedans. La première pensée de Nives, quand elle ouvrit les yeux, fut « J'ai dormi comme une pintade ». Elle faillit en rire. Grâce à la présence de Giacomina à ses côtés, son sommeil avait été celui d'une sainte. Le profil de la poule assise mais au garde-à-vous se détachait contre la lampe. Elle conservait sa posture de soldate, mais avait aussi l'air d'une sinistrée abrutie, comme d'habitude. De son postérieur pointait même la tête d'un petit œuf, avare en grosseur, qui tirait un petit peu trop vers le bleuâtre, presque comme celui d'un pigeon. « C'est le changement », dit sa maîtresse qui continua à s'étirer pendant 10 minutes. Du jour au lendemain, elle se mit à se moquer sans retenue du téléphone. « Tu peux me regarder tant que tu veux, moi je te laisse là, en train de hurler à la lune. » Elle attaquait la journée avec une force propre à impressionner les géants. Elle s'occupait tambour battant du potager et des animaux, pareil pour les pièces de la maison. Elle s'attelait même aux vitres. Elle ne s'était pas livrée à ce type de récurage approfondi depuis 1971, quand une Nives de 20 ans voulait briller au lieu d'un mari qui prenait le chemin des champs avant même les premières lueurs de l'aube. Bref, c'était une renaissance. Elle emmenait Giacomina partout avec elle. Elle la gardait en cage, telle une fleur délicate, placée sous cloche, à l'abri des intempéries. Si je m'étais précipitée chez un petit docteur, il m'aurait gavé de pilules et de gouttes fortes, disait-elle, en regardant son amie toujours aussi détachée de ce qui l'entourait. Alors que j'avais juste besoin de toi. Le soir, Laura trouvait sa mère refleurie, aussi insouciante qu'une jeune fille. Une fois, elle dut le lui demander pour en avoir le cœur net. « Maman, tu t'es mise à boire ?» Nives éclata de rire. Elle regarda Giacomina en train de gambader dans le salon, où elle lui permettait de se dégourdir les pattes. « Pire que ça !» rétorqua-t-elle pour plaisanter, parce que ça l'amusait d'inquiéter sa fille. Elle emmena même Giacomina aux toilettes, et quand elle s'installait devant la télévision, la poule se juchait sur le fauteuil où subsistait encore l'empreinte du corps de Anteo. C'était drôle de la voir là, son œil hagard, posé sur un quiz ou sur les joutes verbales des hommes politiques qui s'écharpaient à grand renfort de statistiques. Nives commentait à voix haute le spectacle pitoyable de ces baratineurs surpayés. « Regarde dans quel monde on vit, mon ami !» Un gloussement lui parvenait parfois en retour. La veuve acquiesçait. En effet, ce n'était pas plus dégoûtant de laver ce petit animal que de s'échiner, armé de ciseaux et de pinces, sur les gros ongles d'orteil de feu son mari, surtout les derniers temps. Il se présentait parfois avec des griffes qui transperçaient presque ses godillons, et de la crasse accumulée dans les plis depuis Pâques. Nives aimait lustrer les plumes de sa petite amie au moyen d'un chiffon humide qu'elle passait aussi sur son bec. Elle lui essuyait même le croupion en fin de journée. Et elle s'habitua vite à cette odeur singulière qui commençait à imprégner la maison. Dans le potager, elle déterrait des vers de terre qu'elle mettait dans un bol. Une fois son travail achevé, elle les rinçait avec soin dans l'évier extérieur. Elle finissait par rentrer à la maison et plaçait une assiette de petits spaghettis du jour devant Giacomina. Celle-ci la remerciait en pondant de beaux œufs que Nives gobait au pied levé ou qu'elle se préparait brouiller selon sa préférence. Un parfait échange de procédés. Il y avait peu de moments critiques, sauf quand elle se surprenait à penser qu'une petite poule estropiée avait pris la place d'Anteo. Ce qui l'impressionnait, c'était ça. Avec Giacomina à ses côtés, rien de son mari ne lui manquait. Une sensation d'abattement dont elle ne savait que faire l'assaillait, et elle se disait « J'ai donné ma vie à un homme qui pouvait être remplacé par un poulet. » Elle se sentait sale, mais aussi gaspillée. Alors elle se testait en allant chercher des souvenirs qui la tourmentaient d'habitude, du moins avant Giacomina, car il ne lui troublait plus le sang désormais. Anteo lui offrant le premier bouquet de coquelicots. Anteo lui donnant le bras à la fête d'automne. Anteo regardant l'explosion des tournesols et lui disant « Ils font moins de lumière que toi. » Rien,
À peine un petit sourire de rigueur de ce qu'on adresse au chien qui mendie un os à table. Même l'album de famille qu'elle feuilletait ne parvenait à lui procurer l'ombre d'un transport. Elle disait à voix haute: là, c'est quand on a gagné le concours de danse en 1979. Et là, c'est le dîner des 30 ans de mariage. À côté d'elle, Giacomina trônait sur le coussin rembourré en velours dont Anteo avait toujours été jaloux. Elle donnait de petits coups de bec sur une photo en particulier. Lui, c'est Domenico, qui mérite bien son nom, mon cousin du côté de maman. On l'avait surnommé Dromedario, c'est dire s'il avait envie de gaspiller 1 heure de sa vie à travailler. Ensuite, il est devenu chauffeur de taxi au Venezuela, et je ne l'ai jamais plus revu. Lorsque Blandini lui apporta les courses de la semaine, il se retrouva avec la poule entre les jambes au moment du vermouth. « Nives, tu as une bestiole qui est entrée chez toi, dit-il, sur le point de lui donner un grand coup de pied. La veuve fondit sur lui. « Arrête !» Elle saisit Giacomina et la serra contre sa poitrine. En regardant cette scène, Gratiano eut le cœur aussi noué que s'il avait la taille d'un grain de raisin. Ne sachant que dire, il vida son verre d'un trait et s'en alla. La nouvelle ne tarda pas à parvenir en France. Le soir même, la Hura n'y alla pas par 4 chemins. « Maman, c'est vrai que tu vis avec une poule dans la maison ?» Nives lança mentalement une flèche empoisonnée à cette pipelette de Blandini. Pourtant, elle savait bien que s'il avait informé la famille de cette bizarrerie, c'était par affection et inquiétude sincère. « Et toi, alors, qui dors avec un mangeur d'escargots toujours muet ?» La fille ignora la provocation. « Ce n'est pas normal, rétorqua-t-elle. » Nives se sentit piquée au vif. « Mademoiselle, que ce soit clair, je choisis la compagnie qui me plaît. Occupez-vous de rafler le loyer des champs, comme vous savez si bien le faire. Si ça me chante, je mettrai même un âne dans mon salon. » Et elle raccrocha. Giacomina était perchée sur le fauteuil, face à la publicité de Dash. Sur l'écran s'affichait un hublot de machine à laver en train de tourner à plein régime. Elle le regardait, hébétée. C'est ainsi que Nives la trouva, l'œil fixe, comme foudroyée. Quand ce genre de situation se présentait, elle les laissait se dissiper d'elle-même, de peur de traumatiser la cocotte en la secouant, comme c'est le cas pour les somnambules. Au bout de 5 minutes, elle se racla plusieurs fois la gorge, en vain. Entre-temps, les images sur l'écran avaient changé. Nives se leva et toucha doucement l'aile de Giacomina. « On t'a jeté un sort ?» murmura-t-elle. Pas même un frémissement. Nives finit par se décider à clore ce chapitre. Elle prit la télécommande pour éteindre la télévision. Giacomina semblait faite en bois. « Hé, choupette !» essaya de nouveau sa maîtresse sur un ton maternel. Si ça continuait comme ça, les yeux de la poule finiraient par se dessécher. Ça faisait longtemps, peut-être depuis le coup de fil, qu'elle n'avait pas cligné les paupières. Elle restait là, avec son expression habituelle de démente, le bec entrouvert, comme en proie à une stupéfaction infinie. Nives se pencha et la toucha de rechef, mais de façon plus insistante. Elle s'aperçut que le corps de la poule était raide. « Quoi, tu es morte vivante ?» N'importe qui aurait éclaté de rire en voyant un animal jouer les statuettes. Mais le cœur de Nives se mit à battre plus fort. Elle prit sa poule avec autant de précaution que si elle maniait un objet en cristal. Elle tenta de la secouer. Un drôle de son sortit de la gorge de Giacomina, tel que celui que produit un tambour à friction. Mais elle restait comme sculptée. Nives continua, comme si elle berçait un bébé emmailloté. Elle la reposa sur le fauteuil, se rendit à la cuisine, où elle prit une casserole et la louche en fer. « Je vais te rafraîchir les idées, » murmura-t-elle. Elle donna un coup, certes mesuré, sur le fond de l'ustensile. Rien. Elle fit un pas en avant, recommença de plus belle, mais Giacomina était toujours pétrifiée. L'idée traversa même l'esprit de sa maîtresse d'aller chercher le Saint-François et de tirer un coup de fusil à 1 mètre d'elle. Mais elle préféra persévérer avec la casserole et donna cette fois un coup vraiment fort qui l'assourdit elle-même jusqu'à la moelle. La poule ne broncha pas. Et maintenant, où trouverait-elle une autre amie pondeuse dotée de ce tempérament ? Nives avait compris que Giacomina avait un pouvoir bien précis,
celui de lancer une passerelle entre la mort d'Anteo et le nouveau contour d'elle-même que dessinait la solitude. Elle risquait de retomber dans ces somnolences qui la consumaient, ou pire, de capituler devant la France, ce qui signifiait en bref d'aller terminer ses jours sur Mars, où elle ne saurait même pas commander un café. Elle se dirigea vers le guéridon du téléphone et prit le carnet faisant office de répertoire. Elle le trouva à la lettre B. Botai Loriano, le vétérinaire qui soignait leurs bêtes depuis toujours. Nives regarda sa montre. 20 heures et des poussières. Loriano était un bon praticien, mais il avait le vice de la boisson. Tout le monde le savait. Il attaquait tôt le matin et mettait son foie à rude épreuve jusqu'au dîner. Après une journée passée entre cul et gencives de chèvre et de génisse, il s'infligeait le coup de grâce avant de se glisser entre les draps dès l'indicatif de fin du JT, celui de rail 4 pour les petits vieux. Ce fut sa femme qui répondit. « Allô ?»« Donatella ?» fit la veuve. « C'est Nives. Désolée pour le coup de fil à l'improviste. » Son interlocutrice eut besoin d'un moment avant de relier cette voix à un visage. « Ma chère, mais quelle surprise !» Elle se sentit aussitôt mal à l'aise en se remémorant les événements récents, la mort d'Anteo et tout le reste. Comme rappelée à l'ordre, elle fit fête à son amie plus qu'à l'accoutumée. « Écoute, je pensais justement à toi aujourd'hui. Je me disais, peut-être qu'un de ces après-midi... » Nives n'avait pas envie de s'imagrer. Certes, elle était assez désolée de tuer cette sérénade dans l'œuf, mais il s'agissait vraiment d'une urgence. « Loriano est à la maison ?» Donatella se racla 2 fois la gorge. « Il est dans la chambre, bougonna-t-elle, en changeant déjà de ton. J'y suis passée il y a 3 minutes. Il avait l'air d'une momie. »« Tu veux bien me l'appeler ?» Donatella marmonna quelque chose d'incompréhensible, embarrassée d'avoir à trouver une échappatoire face à l'évidence. Son mari était rond comme une barrique. Pour éviter de fournir des explications, elle tenta de faire diversion. « Tu pourrais peut-être rappeler demain dans la matinée, tu sais qu'il se couche avec les poules. » « Mais c'est justement à ce sujet que je voudrais lui parler. »« Il y a une infection ?»« Il y a une urgence. » Opposer un refus à une veuve de fraîche date, c'était risquer de voir la nouvelle se répandre telle une traînée de poudre dans tout le voisinage. Donatella se demanda s'il convenait de faire basculer l'appel sur le téléphone de la chambre, mais se ravisa aussitôt. C'était une bonne chose que Loriano se lève afin de reprendre un tant soit peu ses esprits. Sa réponse fut concise. « Un instant. »